Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre week-end a été bon et que ce lundi matin se passe bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des bonnes pratiques dans le processus de recrutement. Donc, cette vidéo s'adresse aussi bien aux recruteurs, aux RH, aux évaluateurs et évaluatrices techniques et toutes les parties prenantes, en tout cas, du processus de recrutement. Donc, pour précision, donc moi, je suis dans le recrutement informatique, donc certainement que cette vidéo va s'adresser davantage pour cette population, mais elle peut aussi s'adapter à bien d'autres populations. Quelques petits rappels utiles avant de rentrer dans le vif du sujet des bonnes pratiques. Tout d'abord, un processus de recrutement, c'est une histoire de flux. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a des étapes, ça veut dire qu'il y a forcément des parties prenantes qui doivent intervenir pour bien évaluer les individus. Et parfois, on oublie effectivement qu'il doit y avoir un bon rythme, une certaine fluidité et donc une certaine agilité. Quand je parle d'agilité, c'est surtout s'adapter en fait aux candidats en fonction qu'ils sont seniors, juniors, en fonction qu'ils sont pressés ou pas pressés, en fonction de leur disponibilité, en fonction aussi de vous, votre configuration d'entreprise. Certainement qu'il y a parfois des rencontres qui peuvent se faire sur une après-midi si vous en avez la possibilité, ou vraiment en respectant les étapes, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, bien se rappeler, en fait, encore une fois, votre cible, j'en parle justement à l'instant, à savoir, est-ce qu'on est sur une personne en reconversion, est-ce qu'on est sur une personne plutôt senior, on est sur un manager, on est sur une personne purement technique. On n'évalue donc pas de la même façon à mes yeux, et puis surtout, on n'évalue pas les mêmes compétences, en fait. Donc c'est vraiment important, je parlais d'agilité, d'adaptabilité à la cible, mais aussi du contenu. On va pas évaluer tout à fait les mêmes choses. Petit rappel utile aussi, ne pas oublier qu'il y a le principe de réciprocité, c'est-à-dire que vous évaluez les individus, mais eux aussi vous évaluent, et j'en viens pratiquement au dernier point, dans le sens où le processus de recrutement est un élément déterminant dans le choix d'un futur poste, que ça soit dans la rapidité du processus de recrutement, que ça soit dans la qualité de son contenu, que ça soit aussi dans le comportement dans ce processus. C'est important vraiment de partir avant tout sur des échanges, une véritable discussion et non juste sur un rapport dominant-dominé, évaluateur-évalué. Je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus pertinent et cet échange et cette discussion est davantage possible à mes yeux si déjà il y a une bonne base solide avec une annonce détaillée mettant en avant le contenu du job, les contraintes, les enjeux, le salaire, tout un tas d'éléments qui permettent à un moment donné à la personne de se projeter dès l'étape en fait de la lecture de l'annonce en recrutement. Et plus cette base elle est solide, plus il y a matière à échanger en fait. Parce que souvent, moi je constate que dès l'instant où il y a un vide dans l'annonce, tout l'échange devient une sorte de promotion pendant presque une demi-heure où l'entreprise, l'individu vante les mérites de l'entreprise, vante aussi ses mérites, et ce qui fait qu'il ne reste plus que la moitié parfois de l'échange pour faire connaissance avec la personne que vous avez en face de vous. Donc c'est vraiment important de se dire que cette partie est vraiment très important en amont pour avoir un échange constructif. Et enfin, n'ayez pas peur d'innover. Je parlais d'agilité, mais c'est aussi important de se dire, bah, en fonction de votre culture, en fonction de qui vous êtes, en fonction de votre façon de voir le recrutement, vous pouvez y mettre de l'originalité, mais tout en gardant quand même le côté attendu. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de fois d'humour, d'annonces rigolotes. Alors c'est bien effectivement pour provoquer ce que j'appelle l'accroche, mais par contre, il ne faut pas oublier quand même l'objectif qui est de donner de l'information et du détail aux individus. Alors, les bonnes pratiques de recrutement avant l'entretien, j'en parlais tout à l'heure, c'est notamment par rapport à l'annonce en recrutement, mais pas que, c'est aussi avoir le maximum d'informations sur les personnes que vous allez rencontrer. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, évaluateurs, évaluatrices, RH, recruteurs, recruteuses, parfois se dire, bon, bah, c'est qui déjà? Et presque 5 minutes avant la rencontre, connaître à peine le nom de la personne, connaître à peine son CV, y aller un petit peu en mode à l'arrache, je suis timeboxée, j'ai pas le temps. Et ça se ressent énormément, le manque de préparation. Typiquement, on demande beaucoup aux candidats et aux candidates de se préparer avant les entretiens, de bien connaître l'entreprise, de parfois justement regarder qui est la personne qui va
qui va faire l'entretien, si évidemment ce nom est indiqué. Donc on demande entre guillemets du professionnalisme aux candidats, alors que c'est pas leur job. Là où par contre les recruteurs ou les recruteuses ou les évaluateurs, ils vont parfois un petit peu à l'arrache. Donc c'est vraiment important déjà d'avoir une base solide d'informations. Donc là j'invite parfois les recruteurs indépendants comme je le suis, donner de détails aux managers, aux opérationnels, pour justement qu'il y ait beaucoup d'éléments pour bien préparer cet échange. Ensuite, c'est surtout de trouver le bon évaluateur et la bonne évaluatrice. Parfois, ça peut être une histoire de binôme, mais pas plus de 3 personnes à mes yeux, parce que ça peut être quand même assez nombreux, assez intimidant quand il y a beaucoup trop de monde pendant l'entretien de recrutement. Et surtout, de trouver les bonnes personnes. Moi, j'ai vu des personnes, par exemple, très orientées data, et ce sont des personnes orientées développement, pur développement, voire même du front-end, qui vont rencontrer des gens data. Donc je dis pas que c'est pas impossible, surtout si la personne voilà qui fait du front-end est capable d'aller sur de la data, mais il faut avoir conscience qu'à un moment donné, c'est important qu'il y ait aussi ce sentiment que la personne qui fait l'entretien sache de quoi elle parle, connaisse bien les compétences, on va dire, du candidat, et qu'il y ait vraiment ce matching aussi en matière je sais pas d'affinité, hein, c'est tout bête, mais peut-être qu'il y a des personnes où on se dit tiens, en termes de comportement, de caractère, je pense que cette personne sera beaucoup plus vendeuse en entretien qu'un évaluateur qui a tendance à être sarcastique, un peu condescendant, etc. Donc c'est important aussi de choisir le bon mindset par rapport aux évaluateurs et aux évaluatrices. Transmettez un ordre du jour au candidat, en fait, dans le sens où il faut indiquer le temps de la rencontre. Ça va durer entre 1 heure, 1 h 30. Transmettez aussi pourquoi vous l'avez choisi lui ou elle comme candidat. Et donc, l'entretien va se dérouler de la façon suivante. Donc, soit il faut préparer parfois un exercice en amont, soit il va falloir peut-être prévoir une machine pour faire du pair programming, soit je sais pas, globalement, ça va être un entretien pas purement technique, mais on va évaluer les fit culturels. Donc, c'est important vraiment de savoir où vous, du part, vous vous engagez dans cet entretien, mais aussi où le candidat s'engage. Donc, donner les objectifs de la rencontre. Et sortez au maximum de vos biais. Moi, je l'ai vu assez souvent, dès que vous avez le CV entre les mains, vous allez tout de suite parfois avoir des critiques, des remarques pas toujours très agréables, en indiquant ah, ce CV je l'aime pas trop, j'aime pas l'école que cette personne a faite, ou alors ah, dis donc il y a beaucoup de sauts de puce, elle a beaucoup changé. Donc tout de suite vous partez avec des a priori très très négatifs avant la rencontre. C'est important de sortir de tout ça, d'aller vraiment chercher peut-être de plus amples informations, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, pour justement avoir un regard beaucoup plus complet sur l'individu que juste uniquement les éléments de son CV. Et ensuite, les bonnes pratiques pendant l'échange. Donc pendant l'échange, en fait, il est très important déjà dans les premières minutes d'établir vraiment un sentiment de confiance. Je sais que c'est pas le plus simple parce que on sait tous en entretien qu'on est dans une, on va dire une sphère plus ou moins de jugement mutuel, hein, c'est-à-dire que l'individu vous juge en tant que recruteur, mais vous aussi vous les jugez en tant que candidat. Mais surtout rappeler les objectifs, c'est-à-dire que vraiment vous mettre à la place de l'individu en disant le but de cet échange c'est de pas te tendre des pièges, ce n'est pas forcément de te mettre mal à l'aise, et surtout n'hésite pas à me le dire si c'est le cas. Vraiment l'objectif c'est ça, donc rappeler les objectifs, on veut évaluer tes compétences, on va voir si ça match avec le poste, on va te poser donc du coup une série de questions et donc j'en viens à l'entretien structuré. C'est vraiment très important d'avoir ce que j'appelle des questions qui permettent de bien comprendre l'individu par rapport au matching et par rapport aux attendus sur le poste. Et donc ça, on en vient un peu à des mises en situation. Par exemple, si tu te retrouves dans cette situation, quel serait ton comportement, quelles seraient tes aptitudes, est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation, qu'as-tu fait, etc., etc. Ça permet vraiment de ramener au réel. Alors après, il peut y avoir ce que j'appelle aussi des questions un peu plus philosophiques. Moi, ça m'arrive d'en faire un entretien, d'aller un petit peu plus sur le terrain de jeu pour toi, voilà, si tu avais un petit frère ou une petite sœur qui souhaite se mettre au développement, quels sont les conseils que tu pourrais lui donner? Donc prendre de la hauteur de vie, quel est pour toi, selon toi, l'avenir de la tech? Donc voir un petit peu quel est son jugement, son esprit critique, mais ça doit pas être que ça en fait. Il doit y avoir un bon contrebalancement entre à la fois des questions un petit peu plus généralistes, comme je viens de le dire, un peu plus philosophiques, mais aussi des vraies questions de mise en situation.
Comme je disais au tout début, dès l'instant où vous avez une bonne annonce structurée quand même au début, ça vous évite d'être dans une démarche de survente et donc de monopoliser l'échange. Il n'y a rien de pire, je pense, de créer cette frustration chez le candidat où, lorsque vous faites l'entretien, la personne recruteuse garde l'échange pendant au moins une demi-heure, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, et puis il reste quoi, 15 minutes, et la personne a à peine le temps de parler de soi, de ses motivations, de ses envies, du poste, et ça donne vraiment ce sentiment d'un déséquilibre dans l'échange. Donc c'est vraiment très important d'avoir en tête que voilà, vous avez votre part du job à réaliser dans cet entretien, mais l'idée c'est aussi de bien connaître la personne en face et que ça soit un échange équilibré, que la vente entre guillemets soit équilibrée, c'est-à-dire que lui, il doit se vendre, il doit aussi critiquer ce qu'il a pu entendre, vu, etc. Vous, pareil, vous devez être capable de lui répondre à ces différentes questions. Et ça, j'ai envie de dire que des fois, c'est ce qui manque grandement à des personnes qui parfois sont dans des structures qui ont déjà une très bonne réputation. C'est forcément le candidat qui doit être dans une démarche de vente, etc. Donc, il y a un petit côté, bon, bah, de facto, il va apprécier l'entreprise, de facto, il va vouloir continuer. Donc, c'est pas grave si je prends 35 minutes de l'échange, quoi. Ça, c'est un vrai problème. Donc vraiment, déjà, de ne pas monopoliser, c'est rétablir l'équilibre, mais surtout le respect de la personne qui parfois vient dans vos locaux, ça peut arriver, même si c'est de moins en moins le cas, mais il y a quand même des personnes voilà, qui se déplacent, qui font parfois une demi-heure de trajet, voire même plus. S'il arrive ou elle arrive en entretien et que ça dure 15 minutes d'échange pour parler de soi, ça peut être sacrément, ça crée une certaine douche froide. Et dans cette même logique, éviter le bullshit, ça se ressent très très vite. Quand à un moment donné, la personne pose des questions, vous souhaitez noyer le poisson, ou quand elle n'a pas l'information à ces questions et en fait vous contournez le sujet ou encore même quand on sent que vraiment vous en faites trop sur, je sais pas, un terme comme le craft ou encore même sur une technologie, etc. Les personnes sont pas dupes, elles regardent Glassdoor, elles peuvent aussi demander des informations auprès d'autres personnes dans l'entreprise, donc elles savent quand même très vite ressentir si à un moment donné le discours, on n'est pas sur quelque chose en mode esbrouf pour noyer le poisson, etc., etc. Donc ça, il faut vraiment presque vous entraîner en fait avec des gens déjà dans votre staff, faire un entretien et voir vraiment eux ce qu'ils diront, parce qu'un candidat ne vous dira jamais, un candidat ou une candidate ne vous dira jamais là les violons, il faut arrêter, quoi. À un moment donné, le pipeau, stop. Non, il vous le dira jamais, il se sentira intérieurement, mais il vous le dira jamais. Donc vraiment, essayez de le faire avec des personnes où il n'y a pas d'enjeu, où justement, c'est des fois des personnes assez critiques qui sont assez, on va dire, cash dans leur façon de dire les choses. Donc entraînez-vous et vous vous rendrez compte, en fait, que parfois, un entretien, vous en avez pas toujours conscience à quel point il n'est pas du tout vendeur, en fait. Soit c'est une histoire de comportement, soit c'est une histoire de bullshit, soit c'est une histoire de monopolisation, pardon, de la parole. Et enfin, sur la fin, moi je le recommande. Après, je sais que c'est pas on va dire la philosophie de chacun. Mais moi, je trouve que c'est toujours important d'expliquer le pourquoi, d'une part, vous souhaitez avancer, si c'est le cas, et pourquoi potentiellement vous mettez des points, comment dire, d'hésitation, de doute, s'il y en a, par exemple. Moi, je dis toujours, par exemple, aux personnes, vraiment, les points forts de ta candidature, ce sont ceux-là, par rapport au poste, et pas juste t'es sympa, ça j'en parlerai plus tard, mais vraiment les points forts par rapport aux attendus, et puis aussi ceux où il faudra peut-être faire comment dire, des axes d'amélioration, voir comment la personne peut justement améliorer soit dans le discours, soit dans la forme, soit dans le contenu, soit dans la façon, peut-être même, on va dire, voilà, de s'intéresser au sujet même de l'entreprise, sur les éléments même techniques. On en parlera tout à l'heure justement sur l'entretien technique. C'est important que la personne se dise, bah en fait, je repars avec une sorte de doogie bag. Je sais à peu près ce qu'on m'a dit de bien, pas bien. Et souvent, on attend que ça soit que les recruteurs freelance qui fassent ça, parce qu'ils ont une posture un peu plus neutre, disons. Mais je pense que si vous le faites en interne, ça peut aller que en votre faveur, ça peut que à la fois être un gain de temps pour tout le monde, et c'est un certain courage en fait. Parce que je trouve que les recruteurs et les recruteuses n'ont pas toujours le courage de leurs opinions. Ils ont plein de choses en tête qui savent pertinemment que ça va pas le faire ou que c'est pas bon, mais ils le gardent pour eux et ils le disent jamais en fait. Et ça, je trouve
que c'est pas forcément sympa pour les personnes, encore une fois, qui se sont déplacées, ou encore même qui ont déjà fait un investissement en temps par rapport à cet échange, on va dire, d'entretien, ou même par rapport à un exercice technique à faire chez soi. Je trouve que c'est la moindre des choses à mes yeux que de donner un feedback. Même si, voilà, vous n'avez pas encore toutes les clés, même si parfois ça dépend de d'autres personnes dans le processus de recrutement. Et ça, vous pouvez le dire en disant, bah voilà, moi, à mon niveau, je dirais un grand oui. Pour ça ou ça ou ça, mais ça, clairement, moi, je mettrais, on va dire, un no-go pour ça et ça. Et dire, bah voilà, cette décision ne m'appartient pas uniquement, on décide en collectif, quoi, c'est le cas. Mais vous pouvez quand même vous mouiller et vous pouvez en fait avoir le courage de votre opinion. Alors ensuite, j'avais envie vraiment aussi dans cette présentation de faire un focus sur l'entretien technique. Donc l'entretien technique, c'est toujours un moment un peu délicat. Il y a plusieurs formats. Parfois, ce sont des exercices à distance. Parfois, c'est uniquement du pair programming. Parfois, c'est juste un échange technique. Parfois, c'est voilà sur tableau blanc. Parfois, ce sont des cas d'études. Bref, je vois une certaine pluralité. Parfois, ce sont même des immersions dans des équipes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une pluralité, donc ça montre à quel point les gens en fait réfléchissent à comment bien évaluer les gens. Mais aussi, c'est important de se rendre compte que bah, du coup, les candidats ne sont pas chez vous. Et donc, à partir de là, ils n'ont pas autant conscience en fait de ce que ça veut dire pour vous, par exemple, du pair programming, ou ce que ça veut dire faire un exercice sur tableau blanc, etc. Chaque entreprise a un peu sa réalité derrière un exercice technique en fait. Un échange technique, peut-être pour une entreprise lambda, ça sera tel points qui vont être abordés. Peut-être pour d'autres, ça sera pas exactement ça. Donc c'est important de dire, bah voilà, nous, dans notre entreprise, cette étape de l'entretien technique se formalise avec ça. Donc là, vous dites le terme, en fait, pair programming. Et donc, par rapport à ça, on prend un code que tu as déjà fait, par exemple, ça peut être ça, ou un code qui est déjà existant et sur un sujet métier, etc. Donc, c'est pas tout à fait, en fait, des fois, les mêmes réalités à travers le terme pair programming, par exemple. Donc c'est important déjà de donner un petit peu quand même de matière aussi sur la réalité de cet exercice technique, car vraiment il y a tout, il y a tout quoi, il y a vraiment tous les formats qui existent. Alors, petit rappel aussi par rapport à ça, c'est le rapport dominant-dominé. Ça peut sembler un petit peu politique, ce terme-là, ça peut sembler même psychologique ou j'en sais rien, mais c'est tout de même une réalité, c'est-à-dire que moi, je l'entends beaucoup des fois des personnes qui, lors de l'entretien technique, ont eu vraiment cette sensation d'avoir été nulles, pas à la hauteur, et avoir des personnes en face de soi qui ne sont pas là pour évaluer les individus, mais qui sont là pour montrer leur connaissance, leur science et leur savoir. Donc je peux entendre effectivement que des fois il y a un peu cette volonté d'impressionner pour attirer, mais ça fait pas toujours l'effet souhaité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais elle m'a pas respecté, j'ai pas senti qu'il y avait un sentiment vraiment de bienveillance, de pédagogie, et donc vous êtes content parce que vous avez montré que vous savez. Peut-être qu'en sortant de là, voilà, vous êtes comme un coq, ah je l'ai mouché. J'entends des fois des termes, je l'ai envoyé sur la table à secousse de l'entretien. Bon, c'est parfois pas toujours très respectueux en fait, même si vous en rigolez, etc. Il y a des personnes des fois qui ressortent d'entretien avec un vrai malaise. Je dis pas de traumatisme peut-être pour certains, hein, j'en sais rien, j'irai peut-être pas jusqu'à ce terme-là, mais il y a quand même ce sentiment, il suffit que vous tombiez sur une personne en plus plutôt hypersensible, elle va y repenser toute la soirée, tout le lendemain, toute la semaine parfois. Ça va peut-être même la pénaliser sur d'autres entretiens techniques parce que cette rencontre a été mauvaise. Donc vraiment, ayez conscience aussi que vous avez un impact par votre comportement sur les individus et donc ce que ça peut provoquer chez eux, mais aussi sur votre entreprise en fait, parce que des fois il y a des individus, ils vont adorer l'entretien de recrutement, l'entretien RH, ils vont adorer l'annonce, ils vont adorer les premiers échanges, arrive l'entretien technique, wow, grosse douche froide, j'ai plus envie d'avancer, j'ai pas du tout aimé, en plus je vais travailler avec ces personnes, donc j'ai pas envie du tout de continuer dans le process. Parfois c'est un élément déterminant, l'entretien technique, pour avancer ou non. Donc le rapport dominant-dominé, c'est un petit peu tout ce que je viens de vous dire, c'est un comportement, ce sont des mots, ce sont des façons de dire les choses. Ah, tu connais pas ça. Ce sont des choses en disant non mais là c'est vraiment un problème si tu sais pas ça. Et donc du coup c'est un peu culpabiliser beaucoup les personnes. C'est parfois un petit peu très très violent, comme je viens de vous le dire. Et j'en viens un peu à ce point-là. C'est n'oubliez pas que vous êtes passé aussi par là, la case junior. C'est-à-dire que vous avez très certainement été dans des situations très similaires en fait, où vous vous en rappelez certainement plus parce que c'était il y a longtemps, ou peut-être que de facto vous êtes une personne même déjà junior très douée
et c'est tant mieux pour vous, mais ne pas oublier que tout le monde ne part pas du même point de départ, tout le monde n'a pas les mêmes dispositions cognitives que vous, certainement que vous arrivez à comprendre très vite les choses, peut-être qu'une personne arrivera à comprendre beaucoup moins vite les choses, donc c'est important de se mettre à la place d'eux. Et quand je disais au début de bien choisir le bon évaluateur ou la bonne évaluatrice, c'est pas juste est-ce qu'il fait du front-end, on prend un évaluateur front-end, ou il est disponible, on prend ce développeur-là ou cette développeuse-là. C'est avoir conscience aussi si la personne elle a des bonnes attitudes humaines pour faire cet entretien technique aussi, quoi. Alors, évidemment, j'ai bien conscience que toutes les entreprises n'ont pas pléthore de personnes pour choisir, mais à minima, si vous n'avez pas pléthore de monde, formez-les. Formez-les à, au-delà de la technique, comment on est un bon évaluateur en entretien. Prenez en compte les contraintes personnelles. Par exemple, moi, je vois beaucoup de personnes qui font des entretiens où j'ai presque l'impression que la personne va devoir passer 6-7 heures de son temps personnel. Alors, j'exagère peut-être sur le terme, 6-7 heures, mais des fois c'est 3-5 heures. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. Des fois, des exercices où on veut vraiment chatouiller le niveau technique des gens, je l'entends, hein, il n'y a pas de souci sur le principe, mais les gens, en fait, ont parfois 2, 3, 4 entretiens, surtout s'ils sont très sollicités. Ça va vous donner un effet un petit peu, ouais, ça me saoule, en fait. Ils vont dire, bon, alors vous allez peut-être évaluer ça, hein, la motivation, mais les gens aussi n'ont pas que vous, quoi. Donc, ils ont des contraintes, ils ont parfois des contraintes d'entretien, je voulais dire. Donc, c'est ce que je viens de citer tout à l'heure en disant qu'ils ont 1, 2, 3 entretiens. Donc, imaginons que tout le monde fait ça. Bah, en fait, il faudrait prendre plusieurs jours de congé, en fait. Et ces gens sont souvent en poste pour la plupart, hein. Ensuite, il y a des contraintes parentales. Des fois, vous leur demandez de faire des choses qui vont être en dehors des heures de travail, le soir. Moi, clairement, je suis maman de 2 enfants. Vous me demandez de faire un exercice qui dure 3 heures le soir, bah, c'est la dernière chose que je vais faire, en fait. Je peux pas gérer des enfants, je peux pas gérer un exercice technique. C'est assez compliqué. Donc, du coup, s'il y a un entretien technique qui est beaucoup plus rapide, soit un échange technique, soit un exercice à distance plus rapide, je dis pas forcément plus simple, hein, mais plus rapide, bah, je vais aller vers la rapidité, en fait. Donc ça, il faut avoir conscience de ça, que en fait, à vouloir bien faire, à vouloir super bien évaluer les gens, bah en fait, vous réduisez le nombre de personnes dans le processus de recrutement. Donc l'investissement, la prise en compte de l'investissement, il faut en avoir conscience, et même certaines entreprises rémunèrent ça. Donc ça, j'ai pas trop d'avis sur la question. J'ai envie de dire, pourquoi pas, si c'est par exemple un cas d'étude où à un moment donné, vous allez quand même sur des sujets de votre entreprise, vous les faites vraiment travailler comme s'ils étaient en interne, hein. Moi, c'est des fois à la limite, hein, quand j'entends améliorez-moi cette feature dans l'entreprise. Je serais pas étonnée, sincèrement, que derrière, vous puissiez à minima faire une petite contribution financière si la personne vous apporte réellement quelque chose par rapport à votre produit, en fait, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour moi intéressant aussi d'aller sur ce sujet. C'est pas complètement déconnant. Enfin, varier les personnes qui évaluent. Moi, j'ai vu des entreprises où c'était une personne qui était ancienne. Elle était là depuis tant d'années. Ça a toujours été cette même personne qui évaluait les individus. Sauf que les gens ont des biais énormes. Les gens n'ont pas non plus la science infuse, en fait, hein. Et donc, des fois, le monde change. Ces personnes-là avaient des connaissances peut-être techniques qui n'ont pas été upgradées, n'ont pas été mises à jour. Donc, du coup, il y a parfois des mauvaises évaluations qui se font par rapport au fait qu'on ne renouvelle pas assez les personnes qui évaluent. Et des fois, encore une fois, j'entends bien, hein, que vous n'avez pas pléthore de personnes en interne pour évaluer les individus, donc c'est pas évident de renouveler. Bah, dans ce cas-là, faites appel à des gens extérieurs, des gens freelance. Il y en a plein, des mentors qui sont complètement disponibles. J'en ai déjà vu, j'ai déjà eu l'expérience une fois de faire appel à des personnes extérieures, 2-3 personnes extérieures pour évaluer les individus quand j'étais en interne, hein, évidemment dans une entreprise. Bah, il faut évidemment les rémunérer. C'est un regard extérieur, c'est super intéressant et vous avez le droit de le faire, en fait. Donc vous pouvez le faire pour justement varier, avoir davantage de regard, davantage d'esprit critique aussi. C'est super important pour éviter de passer à côté de bonnes personnes. Ensuite, concrètement, sur typiquement un cas qu'on m'a donné, donc c'est Arnaud Lemaire, hein, qui m'avait expliqué, on va dire, ce procédé il y a bien longtemps. Ça fait quand j'ai quasiment commencé, en tout cas à mon compte. C'est typiquement cette façon de faire pour une évaluation technique qui mélange à la fois justement l'aspect évaluation technique et évaluation comportementale. Et je trouvais ça super. C'est-à-dire un petit code à distance. J'en parlais tout à l'heure. Vous voyez, 20 à 30 minutes, c'est pas énorme. Puis explication par téléphone, pareil, 30-10 minutes, où là on est vraiment sur même pas 1 heure en fait d'entretien, et ça vous permet déjà de savoir si la personne sait coder.
Voilà, donc ça, c'est pas un investissement énorme pour l'autre. Il y a un premier échange humain. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que des fois, on oublie que c'est ça qui fait la différence, hein. C'est tout de suite 3 heures d'exercice technique à distance, zéro échange humain. Je peux vous dire que vous perdez beaucoup de monde dans le process si vous faites ça. Donc là, déjà, si on est sur comment dire, voilà, 1 heure maximum sur ce premier entretien à distance, c'est pas mal. Ensuite, vous passez à l'étape, bah voilà, on est sur un entretien technique, on avance directement dans les locaux, en visio, peu importe, mais on est vraiment sur ce que j'appelle un code source qui a été en fait ni vu par l'évaluateur, ni vu par le candidat. Donc c'est intéressant parce que les personnes parlent de la même base. Pareil, moi aussi j'ai vu souvent des personnes partir sur un entretien technique, sur des éléments métiers de l'entreprise, et donc il y a un biais énorme parce que les personnes dans l'entreprise le voient tous les jours ce problème métier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est leur quotidien, c'est leur problème de feature. Donc des fois ils sont là à juger, ah bah non mais il a pas été assez rapide, mais sauf que toi tu vas forcément plus rapidement parce que c'est ton sujet du quotidien. Donc il y a beaucoup de biais. Et donc moi j'ai vu plusieurs entreprises, soit elles partent d'un code neutre qu'elles ont trouvé en mode projet open source, soit la personne arrive avec son propre code sur un exercice déjà fait sur un projet. Et je trouve ça plus sain parce que les deux personnes partent du même point de départ. Et c'est intéressant après d'avoir vraiment un échange de réciprocité. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la personne sait détecter les erreurs, proposer des améliorations? Et là, j'en viens à l'évaluation du comportement, c'est-à-dire comprendre l'histoire du code, dans quel contexte, les pourquoi. Vraiment s'interroger, avoir un esprit critique sur le code en fait, et pas juste partir, hop, on va mettre les mains dans le cambouis, etc. Euh, pourquoi on en est arrivé là, quels ont été l'historique en fait, et ça c'est super important d'avoir des échanges un petit peu sur comment la personne elle prend du recul par rapport à son propre code ou au code qu'elle voit, comment elle prend du recul, c'est distinguer l'humain de la machine en fait. Et parfois, il n'y a pas toujours ce distinguo qui se fait et ça pose des problèmes pour après, quand il s'agit de critiquer le code, les gens pensent qu'on les critique eux-mêmes en fait. Donc ça montre déjà le distinguo entre la machine et l'humain, si tu prends du recul, etc. Ça en dit long derrière quand il faudra travailler sur les features et sur les projets en développement. Ensuite, du design logiciel, donc là, on rentre davantage dans la configuration métier. Comment la personne analyse le problème, vous voyez. Donc on est davantage sur la vision produit, est-ce que la personne est problem solver, est-ce qu'elle est tout de suite à critiquer sans proposer de solution, est-ce qu'elle s'intéresse aux problématiques métiers, parce que ça c'est pareil, ça sera certainement peut-être son quotidien, que de discuter avec les product owners, que de discuter avec, je sais pas, le métier, les utilisateurs, parfois vous êtes en contact avec ces gens-là. Et donc, je trouve que c'est plutôt intéressant de varier comportement, technique et vision métier. Ensuite, il y a voilà, une discussion technique. Est-ce que la personne est capable de dire non? Est-ce que au niveau de sa connaissance, elle connaît ses propres limites? Moi, je me rappelle, elle me disait, Arnaud, moi, des fois, c'est m'est déjà arrivé de poser une question où je sais de facto que la personne ne saura pas répondre. Et c'est pas tant pour l'embêter, mais c'est vraiment pour savoir si elle est capable de dire, bah là, je sais pas, en fait. Et c'est pas grave, ou est-ce qu'elle est capable de faire des parallèles avec des connaissances qui semblent assez similaires, et donc de pas se démonter. Et je trouve que c'est plutôt sain, en fait, de partir sur cette logique-là, dans la manière de partir de discussions techniques. C'est vraiment, en tant qu'humain, est-ce que voilà, vous êtes humble, est-ce que vous savez prendre du recul, est-ce que vous avez cette capacité à aussi être en face, entre guillemets, d'une autorité, c'est-à-dire qu'en entretien, parfois, il y a un peu ce côté autorité, c'est-à-dire la personne qui sait et l'autre qui sait pas. Alors je dis pas qu'on est dans un rapport de domination, mais d'autorité. Et des fois, ça arrive que les personnes n'osent pas dire à l'autorité, ça va pas, sous prétexte que justement cette personne sait en fait. Et je trouve ça intéressant des fois les candidats justement qui arrivent à dire, bah là en fait je suis pas d'accord. Là, ce point-là, il n'est pas clair, alors que la personne en face est censée savoir, et de remettre en question le savoir de quelqu'un, c'est plutôt très bien et très sain en fait. Et ça permet aussi de voir l'état d'esprit de l'entreprise, vous en tant que candidat, de vraiment évaluer en fait si la personne elle se remet en question, si elle dit ah oui t'as raison, ou si au contraire elle est susceptible, elle le prend mal en fait. Et parfois le côté susceptible, ça veut dire qu'il y a une sorte de cercle de sachants dans l'entreprise et qu'on peut pas le remettre en question, et ça c'est assez dangereux à mes yeux, ce qui fait qu'il n'y a pas une sécurité psychologique dans le cadre de cette entreprise. Enfin, du pair programming qui pourra se poursuivre sur les 3 mois d'intégration en fait. Hein, c'est pas juste au moment de l'entretien technique, ça peut être aussi voilà sur la période
par exemple de préavis. Alors c'est pas du travail, hein, c'est vraiment si la personne elle a envie de s'exercer sur des nouvelles technos, si elle a envie d'apprendre des trucs, etc., etc. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, pourquoi pas, de faire de temps en temps des sessions de programming sur cette première partie d'intégration, et également une fois que la personne a rejoint l'entreprise en poste. Parce que c'est ça en fait, l'évaluation technique, ça s'arrête pas à l'entretien technique. C'est aussi se dire, bah en fait voilà, j'ai conscience que la personne elle a ces difficultés là, qu'on doit progresser, et donc ça va aussi au moment de l'intégration. Je sais pas si j'étais claire. Alors ça reste une idée, hein, vous pouvez piocher en gros sur cette trame d'évaluation technique. Peut-être que l'aspect plus code à distance, vous voulez retirer et vous allez directement sur une question technique et revue de code. Peut-être que vous, c'est uniquement du design logiciel et que vous arrivez à intégrer plusieurs choses en même temps. J'en sais trop rien, mais vraiment, c'est vous donner en gros de la matière pour qu'après vous personnalisez et justement vous soyez agile aussi dans la manière de faire vos propres entretiens techniques. Ensuite, focus culture filt. Alors là, on est sur un autre domaine euh, où il est question de bien comprendre les aptitudes humaines. Est-ce que ça peut bien matcher en fait avec l'entreprise? Donc déjà, moi j'ai envie de dire vraiment faites une différence entre soft skills et culture d'entreprise. Moi, je vois des gens qui ont des super soft skills mais qui sont pas du tout adaptés à la culture d'entreprise. Je donne un exemple sur le fait d'aller communiquer dans des conférences, d'être plutôt bon communicant, sauf que l'entreprise, elle est dans le delivery, admettons. C'est sa culture, c'est du market fit, aller vite au niveau du market fit, aller sur des confs, etc. C'est peut-être pas son problème, c'est pas sa réalité, c'est pas sa culture. Donc vraiment, c'est important déjà de dire, bah voilà, en fait, des fois tu matches pas avec la culture, mais ça veut pas dire que t'as de mauvais skills. C'est juste que tu matches pas. Et ça, c'est important d'en avoir conscience que c'est pas vous le problème. Parfois, c'est juste, ça correspond pas en fait. Ne pas confondre sympathie, gentillesse et bonne aptitude humaine attendue sur le poste. Des fois, il y a des gens, ils sont pas forcément vus comme sympas parce qu'ils ouvrent leur bouche, ils vont critiquer, ils vont pointer du doigt les problèmes, ils vont dire des choses qui ne vont pas, que ça soit sur le poste, la solution, que ça soit sur même les comportements, ils vont être assez honnêtes en fait. Et ça, c'est une bonne attitude humaine, mais on va dire, il est pas sympa. Et c'est pas du tout pareil à mes yeux justement. Entre des fois, il y a des gens justement qui vont être très sympathiques, mais qui vont être très très hypocrites et qui vont pas du coup être très honnêtes dans la manière de dire les choses. Ils vont montrer une très bonne figure en entretien, mais ils vont peut-être jouer solo dans le cadre de leur job. Ils vont parfois garder les sujets pour eux. Ils vont parfois être un petit peu filous, quoi. Se rapprocher bien de la direction, des managers, avoir des très bonnes qualités en matière de gentillesse, de sympathie, etc. Mais en fait, dans leur façon de se comporter dans le quotidien avec l'équipe, ça peut être catastrophique. Donc vraiment, c'est important de bien faire le distinguo. Parfois, j'entends souvent des décisions d'avancer dans le process. Ah bah il est sympa, ah il est gentil. Ça fait pas tout. Non, franchement, ça fait pas tout. Et toujours viser le matching, encore une fois. Juste il est sympa, il est gentil, comme je viens de le dire à l'instant, ça fait pas un match. Il faut vraiment savoir ce qui peut fonctionner dans le quotidien, et j'en viens à des entretiens structurés, j'en viens aux mises en situation, j'en viens à des entretiens techniques qui sont là pour évaluer aussi bien les attitudes humaines que le comportement, que la technique. Et penser collectif et non juste à travers le prisme de votre personne. Moi, je vois souvent dans les entretiens culture fit, il y a une personne qui va dire non, c'est bon, il avance pas. Et cette personne, en fait, des fois, elle va pas travailler avec, en fait. Alors, je peux comprendre qu'il faut prendre en considération effectivement ce retour, mais avoir conscience aussi que bah, peut-être euh, elle fait pas assez d'entretien. C'est normal que de demander le salaire en entretien, par exemple. Est-ce qu'elle est souvent présente sur le terrain? Est-ce qu'elle a conscience des nouvelles exigences des candidats? Et si cette personne n'est pas assez sur le terrain et qu'elle donne un no-go juste parce que la personne a osé demander le salaire, admettons, j'ai déjà vu en fait, hein, bah, c'est un vrai problème en fait. Donc vraiment, penser collectif, c'est une décision collective le recrutement, si c'est possible, hein. Toutes les parties prenantes doivent à un moment donné se rassembler leur vision des choses avec du factuel et dire go, no go en fait. Et pas juste une personne qui va à un moment donné, en l'espace de 5 minutes, en voyant le candidat, dira oui, non, sur le fait d'avancer ou pas avec la personne. Alors pour ça, moi j'ai vu plusieurs méthodes hein, qui sont pas inintéressante, c'est typiquement l'analyse comportementale avec des éléments qui semblent déterminants pour vous, communication, curiosité, respect, et associer une réalité par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot communication? Est-ce qu'on est tous alignés sur le fait que d'être très bavard,
c'est pas un problème de communication ou au contraire c'est un problème de communication? Est-ce que c'est le fait d'être respectueux avec l'autre et de dire les choses qui ne vont pas? Est-ce que c'est un problème de communication ou pas? Etc. Donc vraiment c'est important des fois à travers juste le mot communication, il y a 36 000 réalités en fait. Donc déjà c'est important d'être aligné sur ce terme. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Qu'est-ce que vous mettez derrière la curiosité? Est-ce qu'il y a une personne qui, comment dire, remet en question les éléments techniques? C'est plutôt une curiosité. Il va vouloir aller plus loin, aller en profondeur. Et parfois, c'est pas toujours bien vu. Et pourtant, c'est ce que vous avez mis dans l'annonce, une personne curieuse. Sauf que il faut voir ce que vous mettez derrière ce terme. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous rassemblez. C'est-à-dire que, voilà, vous mettez une sorte de grade, en fait, entre un pour pas bon niveau de communication sur les éléments de communication qu'on a statué tous ensemble, et 5 pour, par exemple, très bon niveau de communication. Et vous rassemblez ensemble, et si à un moment donné, je sais pas, vous constatez que sur le respect, bah, on est tous à 1 et que c'est quand même un point déterminant pour la suite, peut-être que là, ça détermine un no-go sur des éléments factuels. Ok. Ensuite, sur les valeurs d'entreprise, moi, typiquement, j'avais déjà vu la méthode de Moving Motivator. Ça permet vraiment de voir typiquement sur les éléments structurants d'une personne, par exemple le pouvoir, le statut, le but, les honneurs, etc. Qu'est-ce que vous mettez déjà comme réalité derrière chaque carte? Et des fois, ça peut être aussi vos propres cartes, hein. Moi, j'ai mis des cartes de Moving Motivator, mais ça peut être vous-même, hein, vous construisez votre propre carte de jeu, en fait, qui est propre à vos valeurs dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vos grandes rubriques sur le plan humain, et vous voyez ce que dit le candidat, et vous voyez ce que dit l'équipe. Et généralement, là, dans le Moving Motivator, plus c'est noir, vous mettez les 3 valeurs les plus importantes pour vous, c'est côté pion noir, et les 3 valeurs les moins importantes pour vous, c'est côté pion rouge. Et donc, vous comparez, en fait. Vous voyez, ah bah tiens, la personne, c'est intéressant, elle est très attachée au pouvoir, mais c'est pas du tout les valeurs centrales de l'équipe, par exemple. Si son truc, c'est de manager, avoir du pouvoir, et c'est pas du tout les valeurs de l'équipe, ça peut poser problème. Donc ça, c'est un exemple, typiquement, qui permet de rassembler vraiment voilà, les aptitudes, mais concrètes. C'est-à-dire, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est pas juste il est sympa, il est gentil. C'est par rapport, je sais pas, il y a aussi tout ce qui va être curiosité, j'en parlais tout à l'heure. Ça va être aussi, par exemple, le fait de maîtriser, d'avoir une excellence technique. C'est très important peut-être pour vous, mais pour lui, au final, qu'il voit les choses en superficie, etc., ça lui va très très bien en fait. Donc ça permet en fait de voir si ça match. Encore une fois, l'idée c'est de viser le matching de poste. Ensuite, les bonnes pratiques après l'entretien. Donc, c'est de donner un réel feedback constructif et pas juste quelque chose de préchauffé, automatisé que vous envoyez à tout le monde. Moi, je l'ai vu un petit peu trop souvent, ce même retour, ils se parlent entre eux, des fois, ils se disent, ah ouais, mais ça, j'ai reçu le même mail, en fait. Il suffit qu'ils soient dans la même ESN ou dans la même entreprise et donc ils sont à l'écoute. On sent qu'il n'y a pas eu un effort de fait, alors que quand même, ils ont investi du temps que ce soit dans l'exercice technique, dans les rencontres, parfois ça leur a pris énormément de temps en fait, que de s'intéresser à vous, etc. Donc je trouve que c'est la moindre des choses que de faire un feedback constructif, soit à chaque étape, soit au milieu du processus de recrutement, soit à la fin, mais que la personne sache pourquoi en fait à un moment donné ça l'a fait ou ça l'a pas fait. Proposer un éventuel exercice d'écriture. Moi, je l'ai fait par exemple typiquement après l'entretien de recrutement, où je leur demande de répondre à 5 questions assez structurantes pour la suite, qui sont assez généralistes. C'est pas un exercice obligatoire, mais je le fais de façon à voir en fait si ça peut matcher sur plein de points. C'est-à-dire que la première question, c'est tes doutes et tes motivations pour le poste. Généralement, les gens savent parler des motivations, mais ils mettent pas toujours sur la table leurs doutes, leurs interrogations. Et ça peut être très très important par la suite parce que ça reste dans une sorte de boîte noire dans le cerveau. On va au bout du process et en fait, bah, ça vient trop tard et la personne dit non parce qu'elle n'a pas osé l'aborder. Donc c'est important de donner cet espace de parole, parfois à travers un exercice d'écriture. Ça peut être, voilà, la question de la vision de la qualité, pour toi c'est quoi? Derrière ce mot, il y a beaucoup de réalités très très différentes et parfois c'est ce qui provoque des divergences très fortes dans une équipe entre les gens qui sont pro-qualité, les gens qui sont pro-delivery, rapidité, etc. Et donc c'est important de voir, encore une fois, si ça peut matcher. Et ça permet vraiment à la personne d'avoir un espace de parole libre où elle peut écrire ce qu'elle veut, elle est chez elle, tranquillement, elle a le temps d'écrire. Et des fois, en entretien, on est pressé par le temps, on n'ose pas, on oublie, on est déstabilisé. Donc, ça peut être un exercice intéressant.
Ça suffit le ghosting. Franchement, ça c'est un manque de respect. Beaucoup de personnes, encore une fois, n'ont pas le courage de leurs opinions, n'ont pas le courage de dire qu'il y a plusieurs personnes dans le process et que c'est pas la personne favorite. Et donc du coup, on le fait durer, on le fait durer. Vous hésitez entre deux personnes, sauf que l'autre personne n'est pas disponible tout de suite. Ça fait que la personne qui, elle, était très très disponible attend que l'autre soit disponible et que vous preniez votre décision à la fin du processus de recrutement pour tout le monde. C'est juste pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Soyez honnête, c'est pas grave. Dites voilà, il y a deux personnes, on hésite, et on attend la fin du process, donnez un timing en disant bah voilà, certainement tu auras une réponse dans 2 semaines, ou des fois il y a trop de monde dans le process, c'est déjà arrivé. Donc il y a un peu ce côté, justement, je parlais de flux tout à l'heure, il y a des goulots d'étranglement, une personne évaluateur ou évaluatrice qui du coup a trop de monde à évaluer, donc ça prend un temps fou, bah dites-le en fait. Vous avez le droit de dire, bah là clairement on est sur tant de personnes, la réponse que je vais te donner, ça sera dans tant de temps. Est-ce que tu es capable d'attendre ou alors vraiment t'es pressé? Et dites-leur. Et puis des fois les candidats, ils seront totalement honnêtes en disant, bah non, mais franchement c'est pas possible d'attendre tout ce temps. J'ai déjà deux pistes qui avancent encore beaucoup plus vite. Il faut vraiment que j'ai une réponse dans tant de jours en fait. Donc c'est important de voilà de se dire les choses. Je parlais de qualité en communication. Des fois, c'est ce que demandent les entreprises, alors que les entreprises elles-mêmes sont très mauvaises en communication, quoi. Donc c'est là où je parlais aussi de cohérence des valeurs. C'est important de montrer que bah, déjà, dès le processus de recrutement, les valeurs que vous prenez dans votre annonce, elles existent dans votre attitude, en fait. Et voilà, et pas au bout d'une semaine, pas au bout de 3 semaines, la personne, elle a un mail comme ça, automatisé, c'est vraiment long et irrespectueux, quoi. Et puis enfin, si la personne, voilà, typiquement, elle fait pas le job, elle ne correspond pas à vos critères, bah, je sais pas, vous pouvez l'aider, quoi. Moi, c'est ce que je peux faire des fois, hein. Je pars du principe que c'est pas perdu, donc je fais marcher mon réseau, mes contacts, et elle se rappellera de vous, en fait, en se disant, ah, bah, c'est super, j'ai eu un feedback, la personne a pris ce temps quand même de me donner deux, trois contacts pour que je puisse trouver chaussures à mon pied ailleurs, etc. Donc, elle appréciera, en fait, ce geste désintéressé, quelque part, parce qu'au final, vous ne recrutez pas cette personne. Donc, c'est plutôt, je trouve, une façon, encore une fois, respectueuse d'être avec les candidats. Enfin, la partie closing. La partie closing, en fait, c'est une partie qu'on oublie trop souvent. On se dit c'est bon, tout le monde est aligné, alignement des planètes, on est tous motivés, on veut travailler ensemble, et puis on envoie un mail, hop, voici le salaire proposé, le petit message assez contractuel, on va dire, et puis oui non quoi. Et des fois, je me dis, mais faites jamais ça, ne faites pas des mails comme ça froids avec un prix ou un salaire, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, ça casse tout. Moi, j'ai déjà vu des process ultra qualitatifs avec des étapes comme je viens de vous citer où les gens ils mettent du temps, de l'investissement pour donner des feedbacks, pour faire de l'immersion dans les équipes. Et puis d'un coup, il y a un mail pour donner la proposition d'embauche. Et je trouvais ça, mais en mode plouf, quoi. Ça faisait vraiment la qualité s'arrêtait à un moment donné. Et là, en fait, ça faisait un petit peu un mail vite fait, quoi. Donc moi, je recommande toujours, si possible, de faire un entretien visio ou en visu. Après, ça dépend encore une fois si les gens ont le temps. Et ça dépend aussi de la durée de votre process. Si ça fait déjà 5 étapes que vous avez mises, clairement, ça a évité. Mais en tout cas, visio, c'est tout à fait envisageable pendant 30 minutes. Faire déjà un rappel des forces et des faiblesses de l'entreprise. Pour info, je te rappelle, voilà, nous, nos forces, c'est ça. Nos faiblesses, c'est ça. Il faut que tu en aies bien conscience que par rapport à d'autres structures, on n'a pas ces points forts-là. Déjà, le rappeler, en fait. Ensuite, ce sur quoi l'entreprise s'engage dans l'immédiat, au moment de la prise de poste. Voilà, pendant l'intégration, comment ça va se passer. On pourra faire des formations sur ça, des formations sur l'anglais. Tu auras un référent pour t'aider justement sur ton intégration. On a aussi une petite piscine interne pour s'entraîner sur du code qui n'a pas d'enjeu. Ensuite, tu pourras aussi avoir une bibliothèque de livres qu'on a ou qu'on propose, etc. Rappelez vraiment déjà, voilà, ce sur quoi vous vous engagez pour faire en sorte que l'intégration se passe bien. Les éléments sur quoi s'engage la future recrue aussi, parce que ça va dans les deux sens. La recrue va aussi, voilà, de ce que tu m'as dit en entretien, que tu étais capable de faire ça, tu étais capable également d'apporter ça dans l'équipe, etc. Est-ce que tu me confirmes ça? Tu as aussi dit en entretien, on a tous fait le point ensemble, que typiquement, tu avais des vraies aptitudes sur la partie méthodo qu'on n'a pas. Typiquement, il y a un terrain de jeu intéressant par rapport à ça. Donc voilà ton apport de valeur. Rappelez en gros l'apport de valeur et ce sur quoi potentiellement la recrue peut s'engager ou pas. Et aussi les axes de suggestion. Alors là, les points faibles qu'on a observés, tous, on a fait l'entretien technique, c'est sur ça, ça et ça.
Et là, tu peux dire, on va te proposer soit de rencontrer des mentors, soit encore une fois des petites veilles techniques. On peut t'aider aussi sur de la veille technique, etc., etc. Et puis proposer une vraie roadmap en fait, en disant bah voilà sur les 3 mois, 6 mois, un an, c'est l'idéal, ce serait ça. Après, il faudra y mettre des efforts l'un comme l'autre. Et du coup derrière, le prix que vous mettez sur la table, sur le salaire en fait, et ben il est entre guillemets euh, expliqué par rapport à tout ça. Le salaire, c'est quoi? C'est une histoire à la fois de cohérence par rapport au staff d'entreprise. Est-ce que c'est déconnant, c'est déconnectant, etc. Mais aussi par rapport à tes aptitudes techniques en fait. Est-ce que tu es une personne clairement qui sort du lot et tu vas avoir plus un apport de valeur que des axes d'amélioration? Bah, le salaire se justifie. Ou inversement, est-ce qu'il va y avoir plus d'axes d'amélioration, de formation, d'accompagnement? Donc peut-être que le salaire aussi est en conséquence de cela, quoi. Et des fois, de dire juste un salaire comme ça à la volée dans un mail, les gens disent ok, je refuse. Sauf que si derrière vous expliquez pourquoi ce salaire-là et que du coup vous êtes capable d'apporter de l'engagement, en fait, parce que promesse d'embauche, il y a aussi le mot promesse, en fait. Qu'est-ce qu'on se promet l'un comme l'autre, en fait? Et si vous êtes capable déjà de donner pas mal d'éléments en entretien et donc du coup d'expliquer le salaire par rapport à ça. Moi, je l'ai déjà fait, c'est ce PowerPoint, hein, c'est un PowerPoint avec tous les éléments que je viens de vous dire, personnalisé pour la personne. Et parfois, ça faisait son petit effet. Il se disait, ah bah personne m'a fait ça, c'est super, vraiment, je comprends mieux où je vais, comment je vais pouvoir m'intégrer. Et du coup, le salaire, c'était quelque chose de, ah d'accord, donc je comprends mieux, pas tous, hein, mais certains, beaucoup même, comprenaient mieux en fait pourquoi on parlait de ce salaire-là, ce niveau-là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille de faire. C'est une étape importante dans le processus. C'est le closing qui est trop négligé, trop balayé, trop c'est bon, c'est gagné. Non. Des fois, c'est ce qui va faire que la personne, au dernier moment, d'une part, elle peut dire non, ou alors elle a dit oui, mais c'était pas un vrai oui. Et pendant la période de préavis, elle va se dire finalement, je viens pas, on m'a fait une augmentation en interne, ou j'ai trouvé une autre piste, et c'est bien mieux ailleurs. Donc faites attention à ça. Vraiment, le closing, c'est très très important. Enfin, et après, donc c'est garder le contact, ça peut sembler très bateau, mais c'est vrai. Savoir comment va la personne, savoir voilà si tous les éléments qui ont été donnés jusqu'à maintenant sont clairs, si elle a besoin d'aide sur éventuellement de la formation, de l'auto-formation. Intégrer la personne aux événements de l'entreprise, ça c'est aussi possible. Si vous faites, je sais pas, des apéros, des repas d'équipe, bah faites-la venir en fait. Hein, c'est toujours très très agréable de faire ça. Proposer des pistes de lecture sur le métier d'entreprise. Parfois, le métier est complètement obscur pour la personne. Elle a des très très bonnes bases techniques. Vous l'avez constaté en entretien, mais vous sentez que sur la partie métier, bah, c'est quand même pas si simple. Il y a des règles métiers assez complexes. Bah, je sais pas, donnez-lui des éléments pour faire en sorte que cette personne soit à l'aise par rapport aux éléments métiers. Et puis, restez humain, même si vous ne recrutez pas cette personne, en fait. C'est-à-dire que des fois, ça y est, vous êtes complètement désintéressé, vous lui donnez pas d'infos, vous lui donnez pas de feedback, vous ne l'aidez pas, vous faites comme si finalement vous avez jamais rencontré cette personne. Sauf que un jour, peut-être que ce candidat, il va vous débaucher une personne dans votre staff parce que justement, il a trouvé l'ambiance pas super bien bonne chez vous et il se dit ah bah au final peut-être qu'ils sont pas si heureux, je vais aller chasser chez vous. Je donne un exemple, hein, mais soyez quand même vraiment dans une attitude humaine, respectueuse. C'est ce qu'il faut retenir presque de cette présentation. Hein. L'entretien technique, c'est pas que des évaluations techniques. L'entretien tout court, c'est pas que des évaluations de compétences. C'est aussi vraiment des échanges humains et respectueux. Voilà, merci à tous. J'espère que j'ai été claire pendant cette présentation. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé globalement. Et puis au plaisir à l'occasion de vous présenter tout cela en interne si vous en avez envie, ou dans des confs, ou ailleurs. En tout cas, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Merci, à bientôt.